Être en relation avec quelqu'un, mais faire fi de tout contrat d'exclusivité, vivre avec cette personne, l'aimer, tout en entretenant des relations avec une ou plusieurs autres personnes. Ça peut paraître fou, et pourtant ça existe. On parle de ces relations comme de relations libres. Alors finalement, est-ce un concept qui prend de l'ampleur dans nos sociétés? Est-ce réellement envisageable, justement chez nous, où la liberté sexuelle de la femme est beaucoup moins tolérée que celle de l'homme? Et surtout, est-ce que ces relations libres peuvent réellement fonctionner? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bienvenue à vous et bonjour. Vous êtes sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Coucou Didia, comment ça va? Anne, très bien, et toi? Ça va, j'aime beaucoup ta tenue. Merci beaucoup. Et souvent, en ces derniers temps, notre styliste Patrick Edouard t'habille souvent avec soit des capes, des solennelles, longues, ça, ouais. Mais c'est beau. Merci. C'est royal un peu, on va dire. On parle de relations aujourd'hui, Didia, et de relations particulières. On les appelle des relations libres. Donc, en fait, c'est quoi une relation libre? C'est plutôt une relation dans laquelle l'un et l'autre partenaire peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas vraiment d'obligation de fidélité. Ils peuvent voir d'autres personnes, voire plus que les voir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Alors, déjà, à ton avis, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment répandu ou qui se fait en Côte d'Ivoire? Peut-être que ça existe, mais on ne les appelle pas forcément comme ça. Chez les jeunes, oui, t'entends souvent c'est mon sex friend, Ouais. c'est que physique entre nous. C'est pas vraiment des relations, enfin si, mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'attachement. Donc on se voit, c'est purement et simplement physique. D'accord. C'est assez répandu, oui, surtout entre nous jeunes, qui beaucoup n'ont pas forcément envie de s'engager, n'ont pas envie d'avoir le stress d'une relation. Il faut tout le temps appeler, il faut tout le temps donner des explications. Ils n'ont pas forcément envie de ça, donc ils se disent, bon, à partir du moment où la personne cadre avec mon idée et se dit, moi aussi, je veux bien avoir une relation libre, tant mieux. Perso, non, quoi. En fait, c'est ça Je pense que ça dépend des personnes. En fait, tu as des personnes qui, profondément, ne sont pas sûres de pouvoir être monogames. C'est-à-dire de pouvoir rester avec une personne toute leur vie, sans s'ennuyer, sans tomber dans la routine, sans se dire que peut-être qu'il y a d'autres poissons dans l'eau. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on va se retrouver à vouloir voir d'autres personnes. Ouais. Peut-être qu'on aime toujours la personne ou qu'on a beaucoup d'affection pour cette personne, mais qu'au bout d'un moment, on a besoin d'autre chose. Mais après, voilà, j'ai toujours l'impression qu'il peut y avoir de la jalousie qui s'installe. Est-ce que, justement... Je pense que dans ces relations, il y a une personne qui est toujours un peu lésée. Parce que forcément, si tu côtoies quelqu'un, vous avez des relations intimes, l'attachement va venir d'une partie ou d'une autre. Et c'est là où ça va devenir... Au bout d'un moment, je pense que ça bascule. Ouais. Écoute, on va justement voir si les téléspectateurs, on n'est pas en radio, partagent notre perception des choses. On vous porte la question sur la place publique. Que pensez-vous des relations libres? On va écouter vos réponses. C'est pas du tout faisable. Pour moi, un homme, quand on parle de relations libres, c'est-à-dire on n'est pas engagé. C'est les amusements. Voilà, quand on s'amuse, quand tu veux t'amuser avec quelqu'un, tu peux la laisser faire une relation libre. Voilà, elle va où elle veut. Mais en tant qu'un homme, quand tu es avec quelqu'un, tu assumes. Voilà, c'est ça on dit être un homme. Un homme ne partage pas sa femme. Voilà, ta femme, elle est unique, elle est pour toi seule. Voilà. Dès lors qu'elle s'engage à faire autre chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en relation. Voilà. Donc, si elle veut faire ça, basta. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Parce que si je suis avec un homme qui ne s'occupe pas de moi, étant avec lui, il peut aller chercher à côté aussi. Ça ne me gêne pas. Mais parce que ça ne sert à rien, quoi. Parce que toi, tu ne peux pas être un mois, puis tu es libre de faire ce que tu veux, voilà. Soit tu es un mois ensemble, voilà, puis c'est ça. Sinon, tu n'es pas obligé. Ça ne sert à rien, c'est foutaise, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, les relations libres, ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, si tu es avec une personne, tu dois être avec cette personne à 100%. Tu dois t'investir à fond parce que se promener de part et d'autre, c'est, comment on appelle même, apporter les maladies aussi, avoir les maladies aussi. Donc du coup, là, et parce que si tu es avec une personne, tu dois te concentrer sur cette personne-là à fond. Si on est en couple avec elle, il a le droit d'aller voir un peu ailleurs. Après, les hommes, ils ne sont plus en couple avec elle. Moi, je me dis que tu es en couple avec une fille.
et puis elle va voir ailleurs, c'est qu'il n'est pas en couple avec elle. Moi, ça, c'est pas une relation. C'est pas la peine de... Disons, c'est pas la peine de s'engager dans ça. D'accord, hein? Et à partir du moment que tu marches avec une fille ou même une fille marche avec toi et que toi, tu as le droit d'aller chercher ailleurs ou elle a le droit d'aller chercher ailleurs, ils n'ont pas la peine de vous mettre ensemble. Bon. Ils ne sont pas trop d'accord avec ça. À part une qui a dit s'il ne s'occupe pas de moi, ben, je vais aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, exactement. Ça dépend s'il ne m'apporte pas tout ce que je recherche. Bon. Mais au-delà de ça, on entend beaucoup aussi d'hommes dans ce micro-trottoir dire ah, mais attends, si elle voit quelqu'un d'autre, ce n'est pas une relation. J'aurais aimé qu'ils disent et moi, si je vois quelqu'un d'autre aussi, ben, c'est pas une relation. Ça, finalement, j'ai envie de te dire que c'est le quotidien, donc ça ne choque pas. C'est plus choquant de se dire qu'une femme va être libre, va être avec un homme et se sentir libre d'aller voir d'autres hommes et tout ça. Ouais. Alors que l'inverse, c'est assez commun. On va peut-être pas le crier sous tous les toits, mais on sait que ça se fait et puis bon, on accepte finalement. Mais il y a des hommes qui sont quand même assez francs et qui te disent voilà, moi je vais être avec toi, mais sans engagement aucun. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils acceptent aussi que l'autre, elle fasse la même chose? C'est ça la question. Ah, c'est vrai. C'est libre si jamais c'est libre pour les deux. C'est ça. Pas qu'une seule. Pas pour une personne, ouais. Quoi qu'il en soit, on va accueillir en plateau notre deuxième coach national, on peut l'appeler comme ça. Il s'agit de Blanche Bossouma, coach matrimonial, qui va nous aider justement à évoquer en long et en large et en travers ce sujet des relations libres. Bonjour Anna. Bonjour Comment Kadi. ça va? Ça va très bien. Bah, écoute, welcome back. Thank you. Toute de rouge vêtue, ça t'a bien? Merci. On parle d'amour, on parle de relations. Pourquoi pas ne pas s'habiller en rouge, effectivement. Alors, aujourd'hui, on parle des relations libres. C'est ça. Ces relations dans lesquelles les deux personnes, les deux conjoints, si on peut les appeler comme ça, peuvent voir d'autres personnes et c'est pas vraiment un problème. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est compris et qui se fait dans nos pays, en Côte d'Ivoire en particulier? Déjà, avant de pouvoir aborder même le sujet de la relation libre, il faut descendre un peu dans l'origine. Parce que quand on regarde la plupart des personnes qui décident de vivre une relation libre, ce sont des personnes qui n'ont pas guéri de blessures d'un engagement dans une relation officielle. Ce qui fait que ces personnes sont tombées régulièrement dans des relations où elles se sont senties trahies. Elles décident radicalement de vivre une relation libre. Ouais. Et pour pouvoir se protéger. Parce que qu'on le veuille ou non, après avoir vécu plusieurs ruptures, plusieurs frustrations, on a envie de se protéger. C'est une attitude humaine naturelle. Et donc, le but de vouloir se protéger, on prend des décisions. C'est-à-dire, je ne veux plus me faire trahir, me faire abaisser, je ne veux plus être dans une relation où je serai la seule personne à tenir le bâton. Et puis, finalement, on prend un choix d'être avec une personne, mais sans vouloir vivre la vie... Sans trop s'investir. Sans vouloir s'investir. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ont peur de la monotonie. Parce que ces personnes se disent que si on reste en couple, au bout d'un certain moment, on n'aura plus grand-chose à se dire. On va rester vraiment on va plonger dans la monotonie. Mais la sexualité peut-être serait moins intéressante, moins passionnante. Donc pourquoi ne pas pouvoir s'engager dans une relation où je peux facilement aller là où je veux après? Et puis il y a aussi le fait que, au fait, l'homme n'est pas prédestiné à vivre forcément marié. Alors c'est ça la grande question. Est-ce que la monogamie est naturelle ou pas? La monogamie, à la base, est d'origine biblique, est d'origine des livres saints. Elle est à la base humaine et, je peux dire, même physionomiste. Parce que l'homme a été créé, après, Dieu a envoyé la femme. Et après, maintenant, dans le développement de l'humanité, dans les cultures qui ont dû s'imposer, on a commencé à découvrir le pluri-amour, c'est-à-dire la polygamie. Et puis après, la monogamie dans d'autres cas, et puis avec toutes ces branches qui sont arrivées. Sinon, l'homme n'est pas forcément obligé de vivre à deux. D'où certaines personnes qui comprennent leur vocation, qui se mettent dans des vocations particulières comme les prêtres, les sœurs. Sinon, à la base, l'homme n'est pas obligé de vivre à deux. C'est vrai que le mariage est institué par Dieu, mais il y a des personnes qui ne sont pas appelées au mariage, à être à deux. Donc, ce qui fait que quand une personne n'est pas consciente, elle ne prend pas conscience du fait qu'elle n'est pas amenée à vivre avec un mari et que c'est mal géré, c'est là que les vices, c'est là qu'elle rentre dans des postures un peu malsaines. Sinon, une personne qui est consciente que lorsqu'elle s'attache à une personne, au bout d'un moment, elle a du mal à gérer cette synchronicité, elle doit peut-être chercher à se poser la question de savoir, est-ce que je suis emmenée à vivre à deux? Et le but n'est pas de vivre dans un libertinage, mais peut-être
porter cet appel-là vers une vocation plus noble que de se mettre dans un penchant sentimental, je dirais, un peu on parle de... libre. On dit que les hommes ne sont pas obligés d'être en couple, d'être à deux, mais le besoin sexuel, c'est un besoin aussi qui est naturel. Donc, si je dis, OK, je ne veux pas me marier, mais j'ai besoin de couvrir ce besoin-là, je vais me mettre avec quelqu'un, soit qui va me satisfaire sur ce plan-là, mais je n'aurai pas à gérer le revers, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion qui accompagne. D'où le fait, comme j'ai dit, il faut vraiment se poser la question. Toute personne, c'est déplorable aujourd'hui qu'on remarque que des personnes se lancent dans le mariage parce qu'il ou elle s'est marié ou parce que je suis tombée amoureux. La pression sociale. C'est la pression sociale. Sinon, toute personne devrait se poser cette question à un certain âge de sa vie. Est-ce que je suis emmenée à être un conjoint, à être un époux ou à être une épouse? Est-ce que j'ai cette vocation? Parce que le mariage est une vocation. On ne se marie pas, comme on le dit toujours, pour être à deux, pour faire beau. On se marie pour écrire une histoire et puis perpétrer une certaine culture, une certaine, je dirais même... une construction aussi pour sa famille. Construire quelque chose. Donc, toi si tu sens que tu n'as pas en toi cet appel-là, ça ne sert à rien de forcer pour faire beau. Soit tu peux diriger, comme j'ai dit, orienter cette envie d'être seule là, vers des actions nobles. C'est-à-dire, pourquoi pas aider des personnes à construire leurs relations ou même te mettre dans une vocation religieuse. Parce que ça existe des personnes qui ont ce besoin. Et même quand tu as le désir sexuel, je crois que les personnes c'est une conviction. Les personnes qui sont appelées à ne pas se marier sont aussi prédisposées à gérer leur sexualité. Parce que la libido sexuelle n'est pas, en somme, quelque chose d'obligatoire qu'il faut satisfaire lorsqu'on ressent. Ouais, d'accord. Parce que même dans des livres de coaching, c'est dire que même quand on a le désir sexuel, on peut l'orienter vers des actions intellectuelles ou même sociales et se concentrer pour pouvoir avoir des... On n'est pas censé l'assouvir tout le temps. C'est ça, on n'a pas obligé de les assouvir avec un rapport sexuel. Alors, pas tout le temps, mais à certains moments. À certains moments, oui. Si tu as ce désir... Non, je ne parle pas pour moi. Non, mais tu poses la question pour ceux qui... Oui, c'est pour ça que j'ai dit que les personnes qui sont vraiment prédisposées à une vocation monotone, une vie solitaire, sont aussi prédisposées à ne pas pouvoir être attachées ou bien vouloir se satisfaire sexuellement. Alors, tout à l'heure, tu as quand même dit que oui, effectivement, on n'est pas forcé d'être à deux. Autant ça veut dire qu'on peut être seul, autant ça veut dire aussi qu'on peut avoir le désir d'être avec plusieurs personnes ou de rencontrer différentes personnes au cours de sa vie et d'avoir des relations qui vont, qui viennent, qui commencent, qui s'arrêtent. Et ça, c'est la conviction de beaucoup de personnes qui estiment que la monogamie, c'est pas pour eux, que c'est pas naturel, mais que la polygamie ou la polyandrie même, donc le cas des femmes qui vont avoir plusieurs hommes, c'est ce qui leur convient. Dans ce cas-là, finalement, c'est de l'honnêteté, c'est de la sincérité de se dire, bon, moi, je sais que je peux pas être fidèle. Ça m'intéresse pas, j'ai essayé, ça marche pas. Donc, la relation libre, c'est la relation qui me convient. La relation libre, comme je disais tantôt, c'est un peu une déviation de la capacité de pouvoir gérer les relations à deux. Une personne qui n'est pas capable de pouvoir rester fidèle, parce qu'on ne se marie pas, on ne se met pas avec une personne pour la partager. À la base, même l'amour crée, je dirais, l'orgueil. L'orgueil, à la base, quand tu aimes quelqu'un, tu n'as l'égoïsme, tu n'as pas envie de partager cette chose. Je dirais, je prends un exemple, tu as cette tasse. Tu sais qu'il y a une boisson que tu adores et on te demande de la distribuer. Bon, à moins de vouloir être gentil, ça va, tu auras un pincement au cœur, naturellement. Après, parce que... Je ne suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il y a des différentes façons d'aimer. Il y a des personnes, c'est peut-être plus rare, qui aiment sans avoir ce sentiment de possessivité où cette personne m'appartient. J'ai de l'amour pour elle, je tiens à elle, je lui donne de l'affection, de l'attention. Et pour autant, elle n'est pas ma propriété où elle peut décider de faire ce qu'elle veut, et moi aussi. Justement, la définition même de l'amour, c'est d'amener une personne à nous aimer telle que nous sommes, sans vouloir se l'accaparer individuellement. Laisser la personne dans sa liberté, dans son épanouissement. Parce que lorsqu'on commence à vouloir s'approprier, s'accaparer cette personne, la personne se retrouve emprisonnée. Or, le fait même d'être en couple, c'est d'amener la personne à s'épanouir, à se sentir libre. Mais pas pour autant dire à la personne, je suis avec toi, je t'aime, je suis fidèle à toi, mais j'ai envie je veux te partager avec d'autres personnes. Ouais. Dans ces cas de situation, les deux personnes peuvent décider de le faire. Mais comme tu l'as dit en introduction, après, ça frustre. Ça finit par se gâter. Parce que, comme j'ai dit, tu vas te sentir toujours en train d'être comparé
ou bien soit toujours en train d'être en insécurité. Parce que quand on aime, on a envie d'être en sécurité. Tu t'imagines que tu sais que tu es dans une relation libre. La personne te dit qu'elle est dans une relation libre. Quand elle sort, à moins que vous ne vous mettez pas sur le même toit ou bien vous décidez de ne pas vivre la relation. D'accord, ça c'est une vraie question. Alors, est-ce qu'on peut être Donc, si on est dans une relation libre, c'est plutôt maison séparée que sous le même toit. Maintenant, on a constaté, et même surtout en Occident, que les personnes décident de vivre dans des maisons séparées. Ouais. Elles construisent quelque chose, une histoire à elles, mais elles sont vraiment dans elles refusent l'idée de vivre sous le même toit. Comme j'ai dit, ce sont des blessures maltraitées. Parce que quand une personne a vécu des blessures, a vécu des déceptions constantes, elle va forcément trouver un palliatif pour pouvoir, en griffe, se protéger. Et ce palliatif-là, c'est de créer peut-être les nouvelles formes de relations qu'on voit, c'est-à-dire les relations libres. Mais les relations libres, quand deux personnes se rencontrent, il y a l'alchimie qui se crée, il y a la synchronicité qui se crée, la complicité se crée. Et au départ, tu vas dire, bon, il n'y a pas d'amour. Mais l'être humain est fait pour s'enticher. Parce qu'il y a l'énergie vibratoire qu'on dégage parfois. Tu peux rencontrer une personne, tu n'as pas envie de rester avec cette personne, tu as juste envie d'avoir que du sexe. Mais parfois, tu peux rencontrer une personne que tu ne connais pas, mais en 2 jours, tu as l'impression que c'est la personne qu'il te fallait. Donc, si tu es dans une perspective de relation libre, c'est sûr que dans ton parcours, tu vas rencontrer une personne pour qui tu vas t'enticher. Mais alors, si c'est une personne qui peut-être pas forcément a eu des blessures, mais à qui une personne ne suffit pas. C'est-à-dire que intellectuellement, j'aime X, physiquement, j'aime Y, spirituellement, j'aime une autre personne. Je ne trouve pas tout en une seule et même personne. Donc, est-ce que c'est aussi un peu une déviation de se dire que, bon, finalement, je trouve des qualités chez 3 personnes différentes et je veux vivre quelque chose avec ces 3 personnes différentes-là? D'où il y a le principe du pluriamour. De plus en plus, on constate ça. La personne, un homme, la plupart du temps, les femmes, je pense que c'est en train de dévier. Et c'est comme je dis, c'est des déviations. Les hommes peuvent aimer 2 femmes. Ils sont prêts à ne pas rompre avec l'une d'entre elles parce qu'ils constatent qu'il peut-être sexuellement, il aime ça. Donc, ce sont des déviations. Parce qu'on dit choisir, c'est renoncer. Quand on décide de choisir une personne, on est conscient de ce qu'on gagne. En même temps, on est conscient de ce qu'on décide de perdre. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des personnes qui seront toujours plus que nous. C'est la loi de la vie. Tu vas rencontrer une femme, elle aura peut-être toutes les rondeurs, toutes les, je sais pas, la description. Tu vas dire, waouh, c'est elle que je veux. Mais rassure-toi qu'au bout de 6 mois, tu vas rencontrer une femme qui aura plus que toi-même, plus que le critère que toi-même tu pensais voir dans ton critère prédéfini pour les femmes. Donc, choisir, c'est renoncer. Du coup, si tu décides d'être avec une femme, selon les critères émotionnels, selon les critères culinaires, selon les critères affectifs, selon les critères sentimentaux, rassure-toi qu'après, tu vas rencontrer une autre femme qui sera chef cuisinière. Donc, tu ne vas pas dire... Bon, il y a toujours mieux ailleurs. Il y a toujours mieux ailleurs. Donc, ceux qui décident d'être dans des relations, je dirais, libres, sont en quête plutôt d'amour. Ce sont des personnes, comme j'ai dit, qui ont des déviations ou qui ont décidé de se protéger. Mais il suffit qu'elles rencontrent en face d'elles une personne prédisposée à vraiment les aimer, à vraiment les accepter dans leurs différences. Bizarrement, je dis bien bizarrement, ces mêmes personnes qui ont décidé d'être dans les relations libres vont s'enticher. Et décider d'être en exclusif avec cette personne. Justement. Alors, ce qu'on voit aussi, et je ne sais pas si c'est le cas en Côte d'Ivoire, mais en tout cas en Occident, où la relation libre est peut-être commencée, en tout cas elle est définie comme telle, c'est des couples qui sont mariés depuis longtemps, qui s'aiment beaucoup, qui sont loyaux, qui ne se voient pas divorcer, tout simplement parce que quand on a traversé plein de choses, qu'on a construit un foyer, qu'on a des enfants, ça devient en fait votre partenaire de vie. Donc, aucune raison de se séparer, il n'y a pas vraiment de conflit particulier, tout va bien. Ceci dit, on s'ennuie un peu. Il y a la routine qui s'installe, peut-être qu'on traverse une crise, soit de la quarantaine, chez l'homme, peut-être de la cinquantaine chez la femme. Et à ce moment-là, on décide d'ouvrir un peu les choses. Peut-être pour amener du piment. C'est-à-dire, OK, soit on est en relation libre, c'est-à-dire qu'on ramène un couple avec nous, ça va très loin, ou alors chacun fait un peu ce qu'il veut. On sait qu'on se retrouve toujours parce qu'on a cette construction qui est là, qui est solide. Ces cas, ils existent. Il y a des cas qui existent.
Mais comme, Dieu merci, tu as sorti la phrase de « elles ont envie de sortir de la routine ». Je dis toujours en tant que coach matrimonial, l'image qu'on se fait du mariage est parfois tellement extra, je dirais super naturelle, qu'on ne rentre pas naturellement dans le mariage. Ou on se dit qu'arriver dans le mariage, on va déployer des compétences pour la réussir. Un mariage, une relation à deux, quand tu rentres là-dedans, tu es conscient que tu as dû poser certaines actions pour la construire. Et ce sont des actions qu'il faut perpétrer. Je le répète, qu'il faut chaque fois perpétrer. Donc, quand tu es avec une conjointe et que tu sais qu'au bout de 30 ans... 30 ans, c'est pas un peu plus difficile? C'est pas difficile. On a eu sur le plateau ici des gars qui ont fait 40 ans de mariage. Donc, tu es avec une personne et vous avez construit quelque chose ensemble. Vous voyez que vous avez de la monotonie. Au lieu d'introduire une personne qui va venir avec sa culture, son éducation, avec ses désirs, qui va peut-être venir détruire votre ossature, votre foyer, vaut mieux peut-être créer des activités innovantes, voyager, pourquoi pas. Ou même créer même la séparation. Quand je dis la séparation, monsieur peut peut-être voyager. Parce que le mariage n'est pas une prison. C'est vrai qu'on est fait pour être à deux, mais de temps en temps souffler. Et vous allez remarquer que le fait d'être avec une personne, et la plupart du temps, on peut prendre des cas ici, tu peux être avec une personne, tu as l'impression que la personne, tu t'énerves, ou soit elle te dégoûte, ou tu en as trop. Mais quand tu te sépares avec la personne, que tu passes 2-3 jours, elle te manque. Et déjà, tu sens qu'il y a un vide en toi. Ça, ce vide-là, il est physionomiste, il est humain. Et le fait de pouvoir te sentir seul et sentir que l'autre personne n'est plus là, peut-être pour te faire ton petit déjeuner, pour être à tes petits soins, tu vas forcément appeler l'autre. Donc, le couple, il faut communiquer, comme on le dit toujours. Quand vous remarquez que vous avez cette tiédeur, cette monotonie, créez des activités, voyagez séparément ou même ensemble, pourquoi pas. Essayez de vous amuser comme des enfants, parce que le mariage, ce n'est pas un camp militaire. C'est pas vraiment... L'homme aime la nouveauté. La preuve en est, quand on est tout petit. Mais chaque année, on grandit, on développe certaines choses et après on découvre de nouvelles choses. Tu peux regarder, il y a 2 ans, avec tout ce que tu as découvert, tu changes beaucoup de choses en toi. Donc, une personne qui ne change pas des choses dans sa vie, elle va plonger dans la monotonie, elle va vouloir détruire sa vie pour des choses qu'elle pense que ça sera utile. Et pour toi, donc, la relation libre n'est pas une solution à ce type de problème. On va continuer à parler de tout ça dans le détail dans quelques instants. Ce sera juste après une courte page de pub. Restez avec nous. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, la nouvelle chaîne ivoirienne. Les Femmes d'ici, je vous le rappelle, c'est du lundi au vendredi dès 13h05, donc sur NCI, le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Aujourd'hui, on parle des relations libres. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, ça désigne tout simplement ces relations dans lesquelles les partenaires sont libres de voir d'autres personnes, ne sont pas exclusivement ensemble, ont une certaine liberté, pas forcément de vœux de fidélité. On en parle aujourd'hui avec notre invitée, coach national, comme je dis, de numéro 2, Blanche Bossouma. Merci. Alors, juste avant de partir en coupure pub, tu nous expliquais que le mariage, finalement, on entre dans cette institution, dans cet engagement, avec cette notion de travail, d'effort perpétuel, mais aussi l'idée qu'il faut toujours créer de la nouveauté pour éviter justement la routine et donc les dérives qui peuvent se manifester justement et s'illustrer par une relation libre. Effectivement. Donc, comme je disais tantôt, il faut innover. Il faut innover. Le mariage, c'est un travail conscient, permanent et, je dirais, perpétuel. Donc, chaque fois que toute personne qui est mariée, je lance un appel en même temps. Je profite de dire que lorsque tu as décidé d'être avec une personne, ne mets pas dans un confort. Dis-toi que tu es dans une relation où à tout moment, tout peut chambouler. Et même si tu penses qu'avec une autre personne, ça va marcher, cette nouvelle relation sera éprouvée encore par cette même monotonie. Parce que l'homme est né pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, se développer. Donc, quand tu es dans une relation, au lieu d'aller de relation en relation, prends conscience que chaque fois, tu dois penser à innover. Et c'est un travail qui se fait à deux pour pouvoir préserver la relation. Parce que si tu décides d'être dans une relation libre, même renoncer à cette relation-là, la nouvelle relation, je dis que vous allez vous enticher. Même dans le cas des sex friends, quand les gens se découvrent entre amis au départ, et puis au bout d'un soir, après un verre ou bien après une soirée peut-être trop intimiste, arrosée, on commence à se laisser aller, c'est le premier soir. Le deuxième soir, ça devient volontaire. Ça devient volontaire, ça devient quelque chose de planifié. Oui, c'est plus un accident. Ça devient plus un accident. Et quand ça devient planifié,
on va créer des moments pour pouvoir rendre ça waouh. C'est là qu'on commence à se sentir aimé, on se sent heureux. En même temps, on se sent libre parce qu'il n'y a pas eu de parole. Mais au bout d'1 mois, l'un des deux, c'est physionomiste. L'une des deux personnes dans la relation va venir demander, au fait, on est dans quoi? Et c'est la phrase qui vient toujours. Ça a une date d'expiration. C'est une date d'expiration. Éternellement. Parce que l'homme a besoin l'homme, comme j'ai dit, a toujours besoin de nouveautés, mais surtout de sécurité. Mais est-ce que dans les... L'homme avec un grand H. Avec grand H, femme comme homme. Dans les sex friends, finalement, on est dans quoi? Ça a son sens. Si on ne s'est rien dit, ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous lie. Donc, il n'y a pas à poser la question. Mais naturellement, lorsque tu vas commencer à être avec la personne constamment, au fond de toi, tu te construis une relation, même si elle n'est pas officielle. Et après, vous allez vous construire des programmes pour pouvoir vous voir de temps en temps. Mais il suffit qu'une personne va décider de vouloir déprogrammer ou même se retirer. C'est là que les blessures commencent. Et c'est là que la question va se poser. Ah, mais on ne se voit plus? Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Et une fois qu'on commence à réclamer, c'est qu'il y a eu une relation qui Et puis une relation libre, on ne réclame pas normalement. Une relation libre, voilà. Justement, la relation libre, elle naît du fait de ne pas avoir d'attitude de jalousie. Parce que, bon, je suis libre de faire ce que je veux, mais quand on est ensemble, on est ensemble. Mais or, la jalousie est un sentiment, je dirais, divin. Divin même, parce que naturel, il est intrinsèque même dans les gènes de l'être humain. Donc, que tu le veuilles ou non, quelque part, tu vas ressentir le désir de vouloir être, je dirais, l'exclusivité de cette personne. Et quand tu vas te rendre compte que tu es une passagère parmi tant d'autres, c'est sûr que tu vas te sentir frustré. Alors, on a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir de place publique, surtout des hommes faire allusion donc, au fait d'être dans une relation avec une femme qui voit d'autres hommes. Ils étaient outrés. Alors, c'est hors de question d'être avec une femme et qu'elle voit quelqu'un d'autre. Et on a aussi parlé de l'infidélité des hommes et des femmes sur ce plateau. On sait que c'est beaucoup plus toléré, accepté, même si on ne le crie pas sur tous les toits, qu'un homme trompe sa chérie, sa femme, ou qu'il voit d'autres personnes que l'inverse. Donc finalement, en fait, ce qui existe chez nous, c'est des relations libres, mais dans un sens. C'est pas ça? C'est ça, exactement. Faut dire que il y en a en tout cas. En Afrique et puis principalement en Côte d'Ivoire, on a grandi beaucoup dans des familles de polygamie. Du coup, on conçoit plus l'image qu'un homme soit comme un chef et qu'il y a plusieurs femmes qui rôdent autour de lui que la femme qui décide de vraiment jouer ce rôle-là. La plupart du temps, une femme même qui trompe un homme, c'est un scandale. Je pense qu'on a grandi dans des familles polygamiques. En fait, on a grandi, on a vu nos pères tromper nos mères, avoir des... Ça, c'est pas un foyer polygamique. C'est juste... En fait, c'est une conception, c'est une image qu'on a vue. C'est un cliché qui, dès la base, a été construit. Et puis l'homme est le chasseur, qui a été accepté. Il veut aller chercher d'autres femmes. Et c'est ce qu'on répète aussi à la jeune femme. Depuis le bas âge, quand elle devient adolescente, la jeune femme est constamment matraquée par le fait que l'homme peut tromper, il faut qu'elle contienne. Qu'elle accepte, quoi. Qu'elle accepte. Et bon, la femme aussi, il y a des gens ont fait une amalgame, un amalgame plutôt pour dire qu'une serrure qui ouvre une clé qui ouvre plusieurs portes est une puissante clé. Mais une porte qui se fait ouvrir par plusieurs clés est une porte inutile, il faut l'ouvrir. Ça, c'est des histoires, tu vois, encore misogynes. C'est ça. Et sexistes. Donc, avec cette histoire-là, déjà, on peut se dire qu'un homme qui a plusieurs femmes est un homme puissant, mais une femme qui se fait ouvrir par plusieurs hommes est une dévergondée en griffe. Donc, avec cette culture-là, c'est difficile aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans des relations, je dirais, libres, mais la femme aujourd'hui africaine, ivoirienne, a été éduquée à pouvoir accepter son homme, aller et revenir. Et c'est un cliché qui doit changer. Parce que si tu as envie d'être dans une relation libre, parce que ça, c'est une relation libre, comme Anna a dit, dans un sens. Pourquoi ne pas simplement aller voir des filles de joie? C'est ça? Tout simplement. L'inconvénient avec les filles de joie, c'est que l'homme en question... En fait, les hommes sont égoïstes. L'homme en question, oui. Excusez-moi les hommes. Non, on sait qu'on fait trop le procès des hommes ici. On n'est pas dans un procès. On n'est pas anti-homme. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont égoïstes. L'homme qui a plusieurs copines, mine de rien, il se dit qu'il est le chef de toutes ses copines et elles sont fidèles à lui. Mais un homme qui est en face d'une femme, qui sait que derrière lui, il y a d'autres hommes qui passent, il peut le faire une fois pour satisfaire sa libido, mais après, il se sent... Oui, l'ego est blessé. L'ego est blessé, il se sent, je dirais, il se sent... Il se sent plus fort, au fait. Mais quand il est dans une posture où il vous a courtisé toutes et vous êtes là, en sécurité, en sûreté, près de lui, il sent sa royauté, il se sent fort. Mais le fait de savoir que
à tout moment, un autre peut venir passer là, il perd sa Même si ces femmes-là ne sont pas forcément des femmes qu'il tient particulièrement. Peut-être qu'il y en a une qui est la principale, les autres apportent assouvissent à d'autres besoins, mais il y a quand même cette possessivité vis-à-vis Effectivement. de la femme. Donc, les hommes vivent parfois des relations libres, mais tout en étant conscients que chacune lui apporte quelque chose. C'est ça. Tout en étant conscient. Finalement, j'ai bien compris que ton avis sur la question, c'est que tu n'es pas trop pour les relations libres et tu penses qu'il y a une date d'expiration ou que ça peut finir par basculer et que ça se finit généralement mal. Mais est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels ça peut fonctionner? Dans les cas de figure où ça peut fonctionner, c'est dans les situations où les deux personnes sont conscientes de leur handicap. Je dis toujours, les personnes qui ne peuvent pas accepter de vivre une relation exclusive sont des personnes qui ont vécu des difficultés et qui se sont fixés des objectifs précis. Donc, deux personnes qui ont vécu des blessures ou soit qui sont sorties de relations où, au bout d'un certain moment, ils ont été victimes, ils ont été... vraiment, ils ont vécu les situations de monotonie, tout ça. Elles sont conscientes que à deux, ça capote. Donc, les deux personnes, quand elles viennent, sont dans la posture de ça m'arrange. Mais comme j'ai dit, il ne faut jamais accepter d'être dans ce type de relation juste pour faire le fun ou pour faire beau ou pour faire la femme compréhensible. Il faut avoir réfléchi. Il faut avoir réfléchi. Parce que derrière ce oui-là, il y a tout un engagement. C'est-à-dire être consciente qu'à tout moment, la personne peut être avec une autre personne. Être consciente même d'écouter les frasques de l'autre. Parce que, mine de rien, on a instauré ça. Donc, normalement, il devrait pouvoir même en parler. Il devrait pouvoir en parler. Donc, il y a des personnes en Europe qui sont d'accord de vivre ce type de relation. Mais comme j'ai dit, c'est-à-dire on peut regarder ces modèles-là sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Mais au bout d'un certain moment, la personne, il y aura l'un d'entre eux, que ce soit l'homme ou la femme, qui va se sentir lésé. C'est physionomiste. Il ne faudrait pas qu'on déshumanise l'homme. Parce que ce sont les animaux qui font l'amour et qui courent dans la brousse et qui retrouvent une autre. Les chiens, les chats qui n'ont pas de partenaire fixe. Or, nous, les hommes, c'est pour ça que nous sommes au-dessus des animaux. Parce que nous avons la capacité de dompter certaines pulsions. Donc, avec cette intelligence humaine, avec cette capacité de pouvoir surpasser certaines envies, on doit être en même de pouvoir contrôler cette légèreté-là. Et même quand on n'a pas envie de la contrôler, arrivé un moment, on peut se retrouver seul. Parce que, moi, je dis, ces genre de choses-là, c'est par tranche d'âge. Quand on est jeune, on est dans le fun, on est conscient que c'est difficile de gérer une relation, toujours appelé, être contrôlé. Quand on devient adulte, on s'est dit, bon, être un père de famille, rentrer au boulot. On cherche la stabilité, justement, c'est ce que je voulais enlever. Arrivé à certains moments, on a envie d'être avec une personne avec qui partager notre quotidien, nos histoires, vraiment ce qu'on partage vraiment dans notre vie personnelle. On a envie de partager avec quelqu'un. Mais imagine, tu dis, tu es dans une relation libre. Dans ce cas, tu ne devrais pas avoir une partenaire à qui te confier et partager tes faiblesses, tes bobos du quotidien. Tu dois avoir au moins 10 à qui partager ça. Mais quand tu te rends compte que tout le monde ne reçoit pas de la même manière, tu vas choisir une seule personne. Et c'est de là que tout va commencer. Et puis après, même si tu penses que tu es capable de pouvoir gérer cette vie-là, à un certain âge, à la soixantaine, pratiquement, tu vas te retrouver seul. Ouais, quand même, franchement. Souvent, même c'est à cet âge-là qu'on a envie de pouvoir vraiment vivre sa vie, voler, être volatile. Mais après, ça devient, tu perds ta virilité. Oui, et puis bon, après, c'est vrai qu'on peut se retrouver à un certain âge avancé, tout seul, parce qu'on n'a pas fidélisé, enfin, on n'a fidélisé personne, finalement. Et comme je disais, choisir, c'est renoncer. Et si tu décides de ne pas choisir, soit questionne-toi, une personne qui se sent aujourd'hui incapable de pouvoir maîtriser, gérer une relation, parce qu'une relation à deux vous aide à pouvoir à développer votre développement personnel. Elle vous apprend à prendre conscience de vos limites, de vos difficultés, de vos tares, pour pouvoir vous améliorer. Mais une personne qui n'est pas prête à pouvoir s'améliorer et qu'elle ressent en elle ce désir de solitude, faut pas la blâmer. Mais cette personne doit se poser la question, à quoi est-ce que ça doit servir, cette envie d'être seule? Et ça sert toujours à quelque chose de bon. Ouais. Mais et si on n'a pas, par exemple, envie de fonder une famille? Parce que je connais des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, par exemple. Donc, et si tu te mets en couple avec quelqu'un, si c'est un homme qui ne veut pas avoir d'enfants, qui se met en couple avec une femme, au bout d'un moment, la femme va lui dire « moi, j'ai envie de faire des enfants ». Est-ce que ça, c'est pas une porte ouverte aussi à la relation libre, une relation libre?
Et c'est pour ça que je disais qu'il faut communiquer et il ne faut pas se rentrer dans les relations avec des compromis d'espoir. Parce que comme on le sait tous, une relation ne transforme pas une personne. Bien au contraire, elle amplifie ses défauts. Et à la base, quand tu es dans une relation où un homme te dit « je ne veux pas d'enfant », ou je ne veux pas peut-être d'engagement. On devrait le savoir Tu devrais savoir concrètement que la personne ne va pas s'engager après. C'est irresponsable d'espérer que quand on va rentrer dedans, quelque chose va se passer avec le temps. Parce qu'avec la monotonie, bien au contraire, sa décision peut être encore plus radicale pour dire « je t'ai dit, là je suis dans mon seuil de tolérance, je ne veux plus continuer ». Mais espérer que rentrer dans une relation avec cette conscience que la personne n'a pas envie de s'engager et puis après, espérer que la personne va s'engager, c'est à la base se blaguer soi-même. Merci beaucoup, Blanche, pour toutes ces précisions, pour ces informations. On a beaucoup appris. Hein. Oui. Donc, quand même, le mot de la fin, c'est que les relations libres, ça ne fonctionne pas trop. Ça ne fonctionne pas dans la durée. Pas dans la durée. Pas dans la durée. On retient, j'espère que vous avez retenu le message pour ceux qui ont envie de s'aventurer justement dans ces relations libres. Vous êtes prévenus. Surtout, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, la nouvelle chaîne ivoirienne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir aux différents sujets dont nous parlons tous les jours sur cette quotidienne à travers les réseaux sociaux, notamment la page Facebook et la page Instagram de la nouvelle chaîne ivoirienne. On va à présent passer à notre portrait du jour. Elle a moins de 30 ans, bientôt 30 ans, et elle est déjà à la tête de plusieurs projets, notamment d'une agence de communication. Elle collectionne l'art et conseille des personnes férues justement de l'art africain. Son nom, c'est Diane Audrey Ngako. Je vous propose de regarder son portrait dans le Miroir 2 et de la recevoir juste après. Couteau suisse, why not? Moi, je dirais plutôt quelqu'un de multipotentiel. Voilà, multipotentiel, quelqu'un qui a une capacité à se faufiler un peu partout, à faire un peu tout, mais très bien. C'est sur les chapeaux de roue que démarre la carrière de Diane Audrey. Intéressée par le journalisme, la jeune fille intègre l'univers des médias en tant que rédactrice pour Le Monde Afrique. Mais son aventure journalistique sera de courte durée. En 2016, elle plaque tout à Paris et décide de retourner dans son pays d'enfance, le Cameroun. J'avais 25 ans, je me suis dit 25 ans, c'est un quart de siècle et j'ai envie de passer mon autre quart de siècle sur le continent à faire des choses que j'aime aussi, donc la com, la pub et travailler dans l'art contemporain. Nouveau continent, nouvelle réalité, nouveau challenge. Diane Audrey doit s'adapter. En 2017, elle fonde son agence de communication et conseil en images. Je viens d'un canevas très franco-français et je rencontre un canevas camerounais. Et il faut que je comprenne le canevas camerounais, il faut que le canevas camerounais me comprenne et il faut qu'on trouve notre propre canevas. Donc il fallait créer une culture d'entreprise qui soit en phase autant avec mes salariés qu'avec moi-même. Cette touche-à-tout est aussi la créatrice du site Visiter l'Afrique, une plateforme collaboratrice dédiée à la promotion du tourisme africain. Je trouvais qu'on parlait encore beaucoup du continent sous un prisme de guerre, voilà, tout ce qui était Boko Haram, Ebola, etc. Et je trouvais quand même dommage que le narratif d'une jeune personne comme moi était teinté de ce type d'image. Je souhaitais que ma génération, et moi aussi en l'occurrence, puissions montrer l'Afrique telle qu'on la voyait, naturellement avec ses moins, mais aussi avec beaucoup de plus. La joie de vivre, la vitalité des gens, leur teranga, comme on dit au Sénégal, le côté welcoming, le côté ambianceur, le côté bon vivant. Aujourd'hui, Diane Audrey à Tabassam en tant qu'agente de la peintre Karine Mansan et du photographe connu sous le pseudonyme de Nuit Balnéaire. Dans ce métier, c'est vraiment au feeling. Hein. C'est vraiment au feeling. Bizarrement, cette année et l'année dernière, j'ai été approchée par beaucoup de gens du milieu. Mais Diane, elle est venue une fois et j'ai beaucoup aimé c'est au feeling, j'ai beaucoup aimé son énergie et je me suis dit, bon, elle n'osait pas monter à l'atelier, mais je me suis dit, on peut vraiment faire de belles collaborations ensemble. 4 jours à Douala, 3 jours à Abidjan, toujours entre 2 avions, la routine de Diane Audrey pourrait en dérouter plus d'un. Mais la jeune femme y est habituée. À bientôt 30 ans, cette céréale entrepreneur ne semble pas prête à ralentir la cadence. Diane Audrey, bonjour. Bonjour Hélène. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau des Femmes d'ici. Depuis le temps qu'on cherche quand elle passe furtivement sur Abidjan,
C'est bon, on a mis la main sur Diane Audrey. Alors, on l'a vu dans ce portrait préparé par Karine Cassi. Donc, tu as fait un événement il y a quelques jours. C'était ta première exposition en Côte d'Ivoire, du moins, avec 2 artistes ivoiriens, Karine Manson et Nuit Balnéaire, qui est photographe. C'est ça. Alors, comment ça s'est mis en place, ce projet, et l'envie de créer cet événement en particulier en Côte d'Ivoire? Alors, je viens en Côte d'Ivoire depuis quelques années. J'aime bien dire que je suis la Camerounaise préférée des Ivoiriens. Et je collectionne donc de l'art. Et il y a quelques mois, une photographe ivoirienne, Johanna Choumali, elle m'a dit, il y a une artiste que tu devrais rencontrer qui te plaira. Donc, elle s'appelle Karine Manson. Donc, je suis allée à Bassam pour la rencontrer. Et il se trouvait que Nuit Balnéaire, que je connaissais aussi, vivait à Bassam. On avait collaboré à l'époque pour un magazine ivoirien qui s'appelait Chic. Ouais. Donc, j'étais la rédactrice en chef et lui, il était le photographe de la plupart des shootings qu'on organisait. Et j'ai acheté une œuvre de Karine. On est resté en contact. Mais quand j'ai partagé cette œuvre, en fait, sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'il y ait eu 4-5 ventes. Donc, elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Donc, elle était assez surprise. Et elle m'a contactée pour me remercier. J'ai trouvé ça très, très, très sympa de sa part. Elle n'était pas obligée. Elle aurait pu laisser ça. Et puis, un jour, voilà, elle m'appelle. Elle me dit, on aimerait avec Daddy organiser une exposition et on aimerait que ce soit toi, en tout cas, qui t'en occupe sur le volet et logistique, organisation, curation et agent. Le côté un peu plus business, hein, parce que les artistes restent quand même dans la créativité et des fois, il faut un volet un peu plus strict, carré. C'est ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et tu l'as un peu évoqué dans ta réponse, c'est que tu vois, tu t'occupes donc de ce volet logistique, business, organisation et aussi tout en ayant l'œil, parce que finalement, il faut avoir l'œil pour reconnaître les talents du continent. Mais c'est pas ta seule, c'est pas ton seul cheval de bataille. Tu es aussi sur la communication et le conseil en images. Tu étais dans les médias, ou tu es dans les médias à travers Visiter l'Afrique et avant Monde Afrique. C'est vraiment, ça va pas dans tous les sens, mais disons que tu ne t'interdis pas de toucher un peu à tout. Oui, ça c'est très français, franco-ivoirien, franco-camerounais, de créer des canevas où on met des personnes. Mais très rapidement, et encore aujourd'hui, on parle beaucoup de personnes à haut potentiel, les personnes hypersensibles, les personnes multipotentielles. Karine Cassi, quand elle faisait le reportage, elle m'a dit, est-ce que vous êtes un couteau suisse ? Certainement, mais moi, je dirais plutôt que je suis une personne multipotentielle. Mais si on regarde bien, tout tourne toujours autour de la com. Vendre une œuvre d'art, c'est faire de la com. Faire un podcast, c'est faire de la com. C'est de trouver un autre levier pour parler aux gens. Faire un média, c'est informer les gens. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a un média, de toute manière, on est obligé de faire de la com. Je crois que vous le faites très bien ici, en étant sur les réseaux sociaux, en boostant un peu votre visibilité. Donc, moi, je n'ai pas l'impression de faire différentes choses. J'ai l'impression de faire beaucoup de choses, mais qui sont toujours dans le même canevas. Et le fait d'avoir une agence de com fait aussi que voilà, j'ai 24 personnes avec qui je collabore. Donc, d'une certaine manière, je ne suis pas seule. Je suis peut-être celle qu'on voit le plus, mais il va y avoir des graphistes, il va y avoir des producteurs, il va y avoir une équipe un peu derrière qui me permet d'être un peu plus zen. Alors moi, je veux qu'on revienne un peu sur le podcast Si Maman m'avait dit. Est-ce que c'est parce que vous avez ressenti que nos mères ne nous parlent pas assez de certaines choses et que finalement, on les découvre sur le tas et que on s'en prend plein la gueule finalement? Alors moi, je pense que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et lorsque je parlais avec mes amis, notamment une, ici, Ami Kwame, qui est souvent avec vous. On connaît très bien, oui. Voilà. Chaque fois, je me disais, mince, pourquoi c'est toi, mon ami, qui me dis des choses? Pourquoi c'est nous qui nous disons des choses? Mais nos mamans, elles étaient où? Est-ce qu'elles ont vécu ça, en fait? Est-ce que... Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, au début, on va faire un livre à plusieurs mains. Ami, Antonia, David Prince et plein d'autres personnes. Et parce qu'on est toujours un peu lent, chacun a ses projets, en fait. Hein. C'est ça. Il y a une qui est à Abidjan, il y a une qui est à Paris, il y a une qui est à Dakar. Donc finalement, on ne fait jamais rien. Mais c'était nécessaire parce que chaque fois, on se retrouvait à discuter de mêmes sujets. Et je me suis dit, moi, je vais essayer le format podcast parce que j'écoutais beaucoup d'autres podcasts comme La Poudre de Lorraine Bastide en France. Et je me disais, si ça me touche, je pense que ça peut toucher d'autres personnes. Et très rapidement, je crois, en un an, on a eu plus de 130 000 écoutes. Alors qu'on nous disait que le format podcast n'était pas le format idéal sur le continent. Alors, c'est là l'erreur. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment une grande erreur. Parce que quand j'ai découvert... aujourd'hui, la quasi-totalité des jeunes aiment bien l'iPhone sans faire de pub. Et c'est accessible, on écoute...
facile. Même les moteurs de recherche. Aujourd'hui, quand vous passez par une plateforme comme nous, Anchor, elle vous permet d'être diffusée sur au moins 15 plateformes connues, d'Apple Music à Spotify, en passant par Google. Et Google, c'est très important parce que beaucoup de personnes sur le continent n'utilisent pas iOS, mais utilisent Android. Donc, ça se diffuse facilement. Et même ma mère, qui n'était pas au courant, je crois qu'une fois, on a eu une histoire sur la deuxième go de quelqu'un. Ma mère, elle m'a dit « Oh, je suis dans un groupe WhatsApp, tout le monde parle de ton podcast, envoie-moi le lien. » Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça crée des conversations aussi entre parents et enfants. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est intéressant. Et tu as évoqué justement le fait qu'à la base, l'idée de Si Maman m'avait dit, c'était un potentiel livre. L'un de tes projets les plus récents, c'est justement une maison d'édition. Et tu as également écrit, ou du moins, c'est des propos recueillis, c'est ça, hein, oui. Dans un livre qui s'appelle Lettres à Cameroun. Ça aussi, ça fait partie de tes amours, donc l'écriture, le storytelling à travers le média papier. Oui, je pense que si on regarde Visiter l'Afrique, on regarde Bakou, la maison d'édition, on regarde Omankar de l'agence de com, ou aussi tout ce qui est production d'événements liés à l'art contemporain, il y a toujours un amour de l'Afrique, il y a toujours un amour du continent. C'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse demain. Je suis toujours un peu surprise quand les personnes vont sur des plateformes d'achat pour acheter La vie d'un boy, L'enfant noir, Amkoulel, des livres qui ont 30, 40 ans. Et on se demande qui sont les personnes qui ont écrit en fait l'Afrique ces dernières années. C'est un peu comme si nos modèles sont Sankara, Lumumba, et on se demande à un moment, si nos modèles sont décédés il y a 40 ans, nos enfants, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir qui comme modèle? Et l'idée pour moi dans cette maison d'édition, qui est plutôt axée beau livre, donc du livre d'art, c'est de raconter des histoires intéressantes qui restent. Je veux que dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants ils puissent avoir ça en référence. Et le premier projet était Lettres à Cameroun, donc 24 auteurs du Cameroun, camerounais de la diaspora ou basés au Cameroun, qui ont écrit une lettre à Cameroun. Je ne voulais pas dire au Cameroun, parce que ça aurait eu directement un volet politique. Mais le Cameroun, c'est un souvenir. Le Cameroun, c'est le Ndolé. Le Cameroun, c'est ma tata qui me faisait détresse. Donc, je voulais vraiment que les personnes apportent aussi de la poésie, un dialogue. Et on travaille sur un livre qui s'appelle Lettres à Ivoire, à Côte d'Ivoire. Donc, on espère pouvoir le sortir en août, à l'occasion de la fête de l'indépendance ici, ivoirienne. Donc c'est un peu ça. Et puis avec une ivoirienne aussi, la Falaise Dion, avec qui on espère pouvoir faire un beau livre sur l'histoire des Koris. C'est ultra important parce qu'il ne faut pas que le récit retourne chez ceux qui renvoient une image d'Afrique qui n'est pas toujours celle que l'on connaît sur le continent. Et qui est un peu datée. Peut-être une dernière chose, on l'a entendu également dans ce portrait qu'on a diffusé, c'est cette adaptation qu'il a fallu mettre en place quand tu quittes Paris il y a quelques années pour revenir au Cameroun, même si tu as grandi, tu as passé une partie de ton enfance au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé de manière assez radicale en termes de travail, en termes de fonctionnement, d'organisation et finalement, est-ce que c'est pas que du négatif? On imagine qu'il y a aussi des aspects positifs à travailler dans nos sociétés, dans nos contextes à nous. Alors, comme moi, je pars de Paris, c'est une évidence que je vais avoir mes enfants en Afrique. Je vais avoir des enfants, je veux pas que mes enfants grandissent dans un environnement où on leur dit tout le temps qu'ils sont noirs. Alors, quand on fait Afrique-France, on a quand même un peu un mindset un peu plus fort, parce qu'on a une sorte de base. Mais quand je voyais mes amis qui étaient nés en France, qui étaient sénégalais, maliens, mais qui étaient un peu entre les deux, je me disais, j'ai pas envie que mon enfant soit un peu perturbé. Dans le Cameroun, on rentre avec beaucoup d'idéaux. On pense qu'on va changer les choses, mais personne ne nous attendait pour changer les choses. Et je pense que c'est valable pour les Ivoiriens pour rentrer. Oui, on t'a pas demandé de rentrer. On t'a pas demandé de rentrer, on t'a pas demandé de venir changer quelque chose. Donc ça, il faut déjà avoir l'humilité de le comprendre. Ça met quand même 1 an. Donc, comme je dis souvent aux gens, la première année, je me dis, le Cameroun, on dirait qu'ils veulent me tuer. Deuxième année, ils vont vraiment me tuer. Troisième année, que maman, si vous voulez me tuer, c'est entre vous là-bas, moi je me recule. Et aujourd'hui, la 4e année, je suis en mode, on est là seulement, on regarde. Donc c'est comme ça que j'aime souvent dire. Et je pense que c'est aussi pareil. C'était un moment où je rentre avec plein de rêves, plein d'idéaux, et je me rends compte que c'est pas vraiment ça. Donc je regarde, soit je repars, soit je reste. Et moi, j'aimais dire que je ne suis pas partie pour essayer, je suis partie pour réussir. Mais en étant logique que si ça me dépasse, mieux je me recule. Et aujourd'hui, je m'installe en Côte d'Ivoire. Et quand je dis à mes amis que je m'installe en Côte d'Ivoire ou que j'installe mon agence en Côte d'Ivoire, je leur dis, je suis sur un plan de 18 mois. On me dit, parce qu'on me connaît un peu couteau suisse. Et je dis non. La Côte d'Ivoire, le pays où on vient faire le show,
on vient s'amuser, là, on mange placali, on monte, on descend. C'est pas le même pays où on s'installe. Donc, il faut avoir un profil un peu plus low. Ce que j'ai peut-être pas eu au Cameroun parce que j'étais en mode on va changer les choses, le Cameroun de demain, c'est nous qui le construisons. Là, je viens en Côte d'Ivoire un peu plus low profile, je rencontre les gens, je discute, je prends le temps. Et je me dis que pour s'installer, il faut quand même se donner le temps. Et pour toutes les personnes qui veulent faire la même chose, s'installer sur le continent, je leur dis il faut prendre 18 mois. C'est beaucoup plus simple. Il faut savoir comment mettre les choses en place aussi, et c'est plus réaliste. C'est ça, sans se mettre de pression. Des fois, on se met trop la pression... Voilà, mais il n'y a pas besoin. Alors, donc, tu as plusieurs projets dans l'immédiat, mais l'un d'entre eux, c'est donc d'installer Omenkar ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et aussi, peut-être dans l'art, des choses... Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'ouvrir une galerie d'art aussi en septembre à Abidjan. On est en travaux, on essaye, on espère. Mais comme toujours, la vie, le continent m'a montré que l'essentiel, c'est de bien faire et de ne pas se mettre la pression. Des fois, les gens vous mettent la pression parce que c'est leur programme à eux. Mais quand vous savez, vous êtes bien avec vous-même. Il n'y a pas de drap. J'espère que Hanan et que toute l'équipe des femmes d'ici, vous allez être clientes. Hein. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art dans vos studios. Voilà. Il faut dire ça à ceux d'en haut. Oui, c'est ça. Qui décident. Moi, je suis ce qu'on appelle une Bamileke. Il paraît que mon homologue ici, ce sont les Djoula. Donc vraiment, quand on arrive là, oui, il faut parler on veut partir avec toi en même temps. C'est moitié Djoula, non 100%, 100%, pardon. Voilà, 100% Djoula, il faut parler avec elle aussi. Bon, alors, avant de te laisser partir, Diane, on a un petit rituel sur les femmes d'ici qu'on appelle le tac au tac. Donc, c'est une interview sous forme de questions et de réponses éclairs. Il ne faut pas réfléchir, il faut juste répondre très rapidement. On va y aller, c'est le tac au tac. Alors, Marrakech ou Nairobi? Marrakech. Bamako, Dakar? Bamako. Tu vois, ça... Bref, je savais que tu allais dire ça, mais je ne suis pas sûre. Tu m'expliqueras après pourquoi. Douala ou Bafoussam? Douala. D'accord. Bafoussam, c'est bien... Bafoussam, c'est la troisième ville, ouais. J'aime beaucoup Bafoussam aussi. Instagram ou Twitter? Instagram. Instagram. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé for life. Merci. Merci là-bas, comme on dit. Ndolé ou Kedjenou? Ndolé. L'art, peinture ou plutôt la photographie? Peinture. Chanel ou Céline? Chanel. Je sais que c'était difficile. Tu sais, ça marche mieux cette interview quand on connaît la personne. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Talent aigu ou basket? Forever basket. Était-ce plus difficile de produire si maman m'avait dit ou de chercher des marchés pour Omenkar? Ah, chercher les marchés. Ah, quand même. Oui. Et ton rêve le plus fou aujourd'hui, c'est quoi? Mon rêve le plus fou, produire un film qui sera diffusé sur Netflix. C'est un beau rêve, ça. Ça va se réaliser. Ça va se faire. Donc c'est un projet, on n'appelle pas ça un rêve. Voilà, c'est un projet. Mais peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Voilà. On te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Diane, d'avoir été avec nous. J'aurais dû dire peut-être avoir des millions quand même dans le compte, parce que dans tout ça là... Bon, après, je pense que peut-être ça peut aller ensemble. Des fois, on fait beaucoup de choses là, mais il n'y a pas l'argent qui rentre. Dans les millions, et puis le projet va venir après. Merci encore d'avoir été avec nous, Diane. Surtout, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. À tout de suite. Les Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne, ça continue. On passe à présent à la chronique de Didja. C'est la Minute Culture, tout de suite. Alors Didja, aujourd'hui, tu nous parles des Ayana Beauty Days. Donc, vous connaissez certainement Ayana avec à sa tête Ami Kwame, notre consoeur, qui organise les Beauty Days du 26 au 27 juin. Donc, c'est 2 jours où on va parler de beauté. De beauté à la fois extérieure, mais aussi intérieure. Donc, il y aura des conférences sur le body shaming. On sait à quel point c'est répandu de nos jours avec justement Diane Audrey et Jemima Bateau. Il y aura China Donia. Il y aura vraiment des guests très d'envergure. Voilà, d'envergure pour venir parler de la beauté de façon générale, mais des petits codes à savoir. Il y aura des masterclass de make-up avec des grands maquilleurs. Il y aura apprendre à se démaquiller. Il y aura Sam Alex Zirabou qui va apprendre aux hommes à être plus beaux. Donc vraiment, c'est pas mal ça, parce qu'on a rarement le volet masculin. Exactement. Et c'est ça quand on parle de beauté. On ne parle pas forcément de
des femmes. La beauté n'est pas liée directement à la femme. Il y a aussi les hommes. Donc, il va vous apprendre à prendre soin de vous, à sentir bon. C'est important. À trouver les tenues qui vous correspondent aussi, finalement. Parce qu'on parle souvent des femmes, quand t'es en X, il faut t'habiller comme ça. Mais pour les hommes, c'est assez rare, finalement. Ils mettent tout ce qu'ils veulent. Alors que, messieurs, il y a des codes. Donc, c'est les 26 et 27 juin. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler ou aller sur Instagram pour avoir plus d'informations concernant l'événement. Voilà, grosse force à Ami et Anan sera bien sûr de la partie. Apparemment, oui, je serai là pour modérer. L'aider. Oui. On fait ça, c'est de la solidarité. Oui, exactement. Voilà. Alors, ce qui est aussi très sympa dans cette initiative, je pense, c'est vraiment l'aspect, comme tu l'as évoqué, d'aller au-delà de la beauté physique, de la beauté, de l'apparence pure et dure, et vraiment de parler de tout ce qu'il y a comme concept de la beauté. C'est ça. Et aussi de toutes les dérives qu'on voit avec les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, le body shaming, les problèmes de troubles alimentaires qu'on peut observer aussi chez beaucoup de personnes par rapport à ce manque de confiance. Parce que le body shaming, c'est à la fois pour des personnes très en chair, j'ai envie de dire, que pour des personnes très fines aussi. Donc, ouais. Donc, et puis, Ami ne fera pas des Ayana Butidé sans parler d'entrepreneuriat. Donc... Exactement. Ah oui, il y a toujours aussi ce volet-là, l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, c'est à ne pas manquer. Merci, voilà. En tout cas. Et puis, si vous avez envie de rencontrer les femmes d'ici, on sera là-bas. On sera là-bas toutes, voilà, exactement. Donc, il faut y aller. Ouais. Merci, DJ. On passe à présent à notre rubrique Ça crush ou ça clash. C'est le moment où on partage avec vous nos coups de cœur et nos coups de gueule du moment. Ça crush ou ça clash. Bon, DJ, tu l'auras peut-être remarqué, en tout cas quand tu es en plateau. En ce moment, moi, j'ai pas mal de clash. Ça arrive. Tu clashes qui encore? Je clash. Je clash pas une personne en particulier, d'ailleurs, c'est rarement le cas. C'est plus des institutions, des organisations, des gouvernements même. Et en l'occurrence, je m'attaque, parce que je sais que je ne risque rien de là où je suis, au gouvernement nigérien qui, vous le savez peut-être, a suspendu l'utilisation de Twitter il y a quelques jours déjà. C'est assez grave en soi, rien que ce principe d'interdire ce vecteur de communication qui est très important partout, mais au Nigeria, une nation de 200 millions de personnes presque, c'est encore plus important. Ça a un impact considérable dans le pays depuis plusieurs années. D'ailleurs, on l'a vu pendant les manifestations Answers contre la brutalité policière. Beaucoup d'activistes avaient utilisé Twitter pour pouvoir communiquer, pour pouvoir donner l'information à ceux qui voulaient s'allier à eux. Donc c'est vraiment, finalement, leur retirer un outil essentiel. Et donc c'est vraiment grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont récemment, il y a encore quelques jours, réitéré cette interdiction et cette suspension de Twitter et précisé que cette durée était indéterminée. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette censure finalement, parce que c'en est une. Et puis surtout que les personnes qui utiliseront des VPN, des proxys pour réussir à accéder à Twitter sont poursuivables, donc pourront se retrouver face à la justice. Le gouvernement affirme que le site est utilisé pour porter atteinte à l'existence sociale du Nigeria. Va comprendre ce que ça veut dire exactement ça. Mais c'est un clash. Mais c'est un clash, et puis dans beaucoup de pays d'Afrique, par exemple, à l'approche des élections, j'ai pas envie de citer de nom, on coupe Internet. Ouais. Je ne comprends pas à quoi ça rime. On est dans des pays quand même avec une démocratie. Il faut arrêter quoi. Au bout d'un moment. Mais bon, c'est le cas malheureusement, ça existe. Ouais. Alors moi j'ai un crush tant plutôt. Mieux. C'est un équilibre. Oui, c'est ça. J'ai un crush et c'est une nouvelle application qui s'appelle Wave. C'est une application de transaction, donc de transfert d'argent, qui vient vraiment foutre une vraie claque à des téléphonies mobiles, j'ai envie de dire ça, qui existaient déjà et au travers desquelles on faisait ce genre de transactions-là. Donc c'est quoi? C'est des transactions financières? Exactement, c'est des transactions financières et les frais d'envoi sont extraordinaires. D'accord. Vous envoyez 10 000 francs, vous payez 100 francs. Avec certains, dont je vais taire les noms, vous envoyez 10 000 francs, vous payez 700 francs. Donc la différence est très très grande. Oui. Et les Ivoiriens sont vraiment sur les réseaux en train d'en parler. Je crois que c'est vraiment...
C'est assez novateur finalement de voir, et c'est des jeunes qui se sont dit, écoutez, voilà, nous on va faire quelque chose de différent, on va vraiment apporter un plus à la population, ils pourront faire des transactions et il y a quelqu'un qui a dit, si je veux t'envoyer de l'argent que tu n'as pas Wave, toi-même tu vas payer les frais. Bah oui, parce qu'en fait, tu veux pas que je gagne, j'économise finalement. Exactement. Mais après, du coup, c'est application, ça veut dire qu'il faut Internet. Oui, il faut Internet. À l'inverse du mobile money classique où tu peux faire par SMS. Tu peux aller, mais je pense que les agences vont venir progressivement où on pourra directement se rendre sur... Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que c'est top. Je ne connaissais pas, donc tu m'as appris quelque chose. Ouais, et je pense que je vais tester. Comment ça fonctionne? Tu vas sur l'application? Oui, sur leur page Facebook, ils ont mis un tutoriel pour montrer toutes les étapes pour arriver à faire la transaction. Mais le truc, c'est que si j'ai Wave que je veux t'envoyer de l'argent, il faut que tu aies aussi. Voilà. Donc, il faut que le mot soit passé. Exactement. Avec le bouche à oreille, j'imagine que ça va se faire. Ah non, mais je te garantis que sur Internet, en ce moment, c'est le feu. C'est le feu. Merci, Tidja. C'était sympa, cette édition des Femmes d'ici. En tout cas, elle touche à sa fin. Sinon, c'est déjà la fin. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition. Restez branchés sur la nouvelle chaîne ivoirienne pour la suite de nos programmes. À demain.